Bonjour à tous et bonne et heureuse année 2025 à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous n'êtes pas trop fatigués, que vous êtes prêts à enchaîner cette nouvelle année avec panache. Pour ma part, j'aime beaucoup les débuts d'année, même si le mois de janvier, c'est vrai que c'est un peu déprimant, il fait froid, tout ça. Mais en même temps, on part sur de nouvelles bases, c'est un nouveau départ. On se lave de la fatigue de l'année d'avant, des problèmes de l'année d'avant, et puis on essaie d'aller de l'avant et de trouver toujours plus de joie et de ressources pour évoluer dans ce monde de fou. Donc l'année 2024, elle a été extrêmement fatigante pour moi, hein, personnellement. Ça a été l'année la plus fatigante de ma vie, je crois. Vraiment, j'étais dans des états où je n'arrivais même plus à me lever de mon lit. J'étais épuisée, j'étais malade. Enfin, j'étais fatiguée du début à la fin. Hein, vraiment de janvier, ça a commencé en janvier. Ça s'est terminé en décembre. Bon, bah, je suis toujours fatiguée en janvier 2025. Mais ça va peut-être s'arranger puisque cette année-là, bah, j'ai quand même été enceinte. J'ai eu mon deuxième enfant. Deux enfants en bas âge à gérer. Très très fatigant, très très chronophage. Puis j'ai été malade, j'ai été hospitalisée, bon rien de grave mais voilà, c'était pénible. J'ai eu des soucis aussi, des petits soucis mais qui s'accumulent, qui créent une fatigue aussi mentale. À cela s'ajoute la fatigue du quotidien et puis d'être toujours dans la vigilance avec des enfants, c'est vraiment épuisant. C'est-à-dire que je n'ai plus du tout de temps pour moi. Enfin là même mes vidéos, faut que j'attende que mon bébé dorme, mais j'ai 20 minutes top chrono et puis il va se réveiller et puis parfois je coupe la vidéo, je suis obligée de recommencer 10 fois. Si vous voulez savoir les coulisses, ça fait une semaine que j'essaie de tourner, mais mon bébé se réveille toujours à un moment donné, donc je peux pas finir. Donc voilà, donc du coup mon propos n'est pas toujours très... je sais pas si j'arrive à aller bien au bout de mes idées, d'être vraiment claire parce que voilà, avec la fatigue, je sais pas trop ce que je dis, ce que je raconte quoi. Pourtant, je suis impressionnée, j'arrive quand même à tourner des vidéos à chaque fois à un rythme assez régulier. Mais voilà, bon, si vous voulez tout savoir, je fais de mon mieux. Je donne ce que je peux donner. Mais bon, c'est pas, je fais pas des super vidéos pour le moment. Enfin, je fais de mon mieux, voilà. Je fais de mon mieux. Et c'est vrai que ça me déstabilise de changer à ce point de vie parce que pendant des années, j'étais vraiment, en fait, toute seule. Mais c'était bien aussi. Enfin, j'avais vraiment du temps pour moi. Voilà, j'avais beaucoup de temps pour moi. Puis même en couple, j'avais toujours du temps pour moi. Et là, j'ai plus du tout de temps pour moi. Et donc, en fait, je passe d'un moment où parfois, d'un moment de ma vie où parfois je m'ennuyais, il se passait rien. Enfin, j'étais beaucoup aussi dans mon imaginaire. Et j'étais aussi beaucoup à tout le temps me cultiver, à beaucoup lire, à aller voir des expos, voir des films. J'étais beaucoup dans l'art. Et à un moment où j'arrive plus du tout à lire, là, ça fait très longtemps que j'ai pas lu un roman. Après, j'ai lu de la psycho, j'ai lu des cours, mais j'ai pas lu de roman. Et il y a un moment où j'arrive plus en fait à avoir le temps de nourrir mon âme et d'être en lien avec moi-même et d'être un petit peu dans mon imaginaire et dans mes rêveries. Donc ça me manque beaucoup, c'est très frustrant. J'arrive quand même à mettre en place des projets, mais ça prend beaucoup plus de temps parce que c'est un temps qui est haché en fonction des siestes, en fonction des enfants malades, etc. Donc c'est un petit peu frustrant, mais malgré tout, l'année 2025 sera normalement l'année des projets pour l'autisme. Je ne vous en dis pas plus. Donc voilà, je ne suis plus tellement en lien avec moi-même. J'essaie d'être un petit peu en lien avec vous, toujours, grâce à cette chaîne. Et surtout, je suis beaucoup en lien forcément avec mes enfants. Et c'est un lien que je veux de qualité, le plus possible, un lien affectif et émotionnel de qualité, un lien réel, où vraiment le temps s'arrête quand je suis avec mes enfants. Voilà, et le quotidien devient finalement ponctué de petits riens, de petits bonheurs, aller au parc. Alors j'adore la balançoire et le toboggan, faire des puzzles, lire des histoires. Voilà, câliner mes enfants. Enfin, c'est des petits et des grands des grands moments, mais c'est ce qui nourrit mon quotidien. Et en fait, c'est très apaisant quelque part de ne plus être au centre de sa vie, de ne plus avoir de grandes ambitions pour soi-même, de ne plus avoir de temps du tout pour penser à des grands projets et des plans sur la comète, comme j'ai toujours fait depuis que je suis jeune. Donc je peux dire que je suis plutôt heureuse. Donc je suis très fatiguée, mais je ne suis pas déprimée. Voilà, faut juste que je trouve le temps pour me reposer. Donc l'année 2025 sera l'année du sommeil pour moi, j'espère. Je vous le souhaite aussi à vous parce que ça sert, quand on est autiste, c'est quand même important le sommeil. Et alors j'ai quand même essayé
de concevoir une pensée pour cette vidéo. Je voulais parler justement des relations avec les autres, encore et toujours, ce grand débat. Et surtout, je m'interroge sur comment les autistes aiment-ils, enfin, est-ce qu'il y a un amour qui soit autistique, est-ce qu'il y a une façon d'aimer qui soit autistique, est-ce qu'il y a une façon d'entrer en relation qui soit autistique, qui soit différente de la norme, comment ça se passe. Je ne vais pas donner des généralités, je vais juste parler de moi, de témoigner en fait du fait que je me sois toujours sentie en décalage dans ma façon d'appréhender l'autre et d'aimer l'autre. Et même parfois parmi d'autres autistes, j'ai l'impression d'être aussi en décalage. Donc déjà, je tiens à dire que j'ai toujours été très naïve et qu'aujourd'hui, je revendique cette naïveté comme presque un choix de vie. Je fais le choix de la naïveté, je fais le choix de la confiance, de la bienveillance. Oui, je prends le risque de me faire avoir, d'avoir parfois des mauvais retours, des mauvaises expériences avec les gens. Mais je préfère ça à finalement une approche où je serai tout le temps dans la méfiance, dans la peur, sur la défensive. Honnêtement, j'en suis pas capable. Peut-être que je devrais plus me protéger, mais je n'y arrive pas. En fait, c'est trop. C'est trop dur pour moi en fait de mentir à ce point sur ma nature. Parce que je pense que je suis d'un naturel plutôt lumineux, avenant et positif et j'arrive pas à me méfier. Voilà. Alors parfois j'ai quand même des intuitions et je mets beaucoup plus facilement mes limites et j'identifie beaucoup plus ce qui est toxique pour moi qu'avant. Mais malgré tout, je reste quand même profondément humaine et puis bah je promeux les bons sentiments et je crois que j'ai toujours pris en fait au pied de la lettre ces bons sentiments. C'est-à-dire que dès petite, dès enfant, j'ai cru à tous ces récits dans lesquels on baigne quand on est enfant avec les contes et les dessins animés et puis les histoires et puis les romans jeunesse. Et je parle pas des contes de fées ou des Walt Disney forcément avec le prince charmant, hein, mais je parle de ces histoires où on met au centre de la vie des personnages les sentiments, c'est-à-dire les relations avec les autres. Et même dans les grands romans de la littérature française, c'est la description des sentiments. Ce qui compte, c'est pas tellement ce que fait le personnage, c'est qui il aime, quelle relation il entretient, quelle est la force de ses relations, etc. Donc c'est toujours, le propos, c'est toujours l'amour au sens large, c'est-à-dire les sentiments. Et moi j'ai vraiment cru à ça, j'ai vraiment cru que la chose la plus importante qui devait nous importer à tous, c'était ça, c'était aimer largement, être en lien avec les gens, s'intéresser aux gens et nourrir des relations de qualité. Et en fait, je trouve qu'il y a une grande hypocrisie dans les valeurs qu'on nous inculque enfant, donc cette idée-là, cet idéal-là qui est véhiculé par aussi les dessins animés, les films, les livres, etc. Et finalement qui sont absolument pas suivis par les adultes eux-mêmes, voire qui ne seront pas suivis par nous plus tard, une fois adultes. Donc ces fameuses injonctions de il faut être gentil, il faut être poli, il faut partager, qui sont saupoudrées de valeurs chrétiennes, de il faut aimer ton prochain, il faut faire passer l'autre avant soi, etc. Qui pour les petites filles aussi, c'est beaucoup, il faut sourire, il faut avoir l'empathie, etc. Bon, c'est pas forcément suivi une fois qu'on grandit, parce qu'une fois adulte, est-ce qu'on est vraiment gentil? Est-ce que c'est ça qu'on attend de nous, une fois adulte, fondamentalement? Non. Alors, il y a des personnes qui sont gentilles, bien sûr, mais c'est pas forcément le cas, et c'est pas ça qui est mis en valeur, justement, qui est le plus mis en valeur. Non, ce qu'on attend de nous, au fond, pour le dire d'une façon un peu cash, c'est qu'on soit efficace, enfin qu'on soit rentable économiquement, et qu'on rentre dans le moule. Donc en fait on met en avant des qualités humaines tout au long de notre vie, alors que c'est ce qui va passer au second plan une fois qu'on va grandir et qui va même être moqué, dénigré, la naïveté, les bons sentiments, tout ça c'est caricaturé, c'est mis à distance, c'est rabaissé. Et ça on le comprend progressivement, notamment à l'adolescence, à partir du moment où on commence à intégrer les codes sociaux. Et là, bon, bah fatalement, en fait, on s'éloigne les uns des autres et on entre un peu en compétition. Il y a quelque chose d'un peu malsain qui se joue. On perd en qualité, en authenticité. Et en même temps, c'est un moment à l'adolescence, un moment vraiment précieux où on est en construction et où on est particulièrement poreux parce que justement, on est un être en devenir. C'est ça qui est beau. Et donc, on a besoin les uns des autres pour se construire, pour s'affirmer en tant que personne, pour savoir qui on est, pour se confronter à la vie, pour s'individuer à défaut de s'individualiser. C'est pas pareil. Et donc ce moment où justement il y a toute la place pour les émotions et les sentiments.
c'est le moment où les émotions et les sentiments sont vitales, sont au premier plan. Les amitiés sont vitales. Le besoin d'appartenance, il est plus fort que tout. Et on peut mourir de solitude, on peut mourir de rejet, on peut mourir de harcèlement, on peut mourir d'un chagrin d'amour à l'adolescence. Donc c'est ce moment, à l'adolescence, je trouve, où finalement l'intensité émotionnelle et affective correspond aux grandes fictions. C'est ce moment-là où finalement on vit un peu ces grandes émotions, on peut s'identifier justement aux grands héros de la littérature, du cinéma. Et ce moment, il est un petit peu gâché, je trouve, parfois par déjà des enfants qui grandissent un peu vite et qui ont vite les codes, et gâché par le cynisme ambiant, gâché par la conscience que ces enfants ont déjà de cette hypocrisie, et par les petites combines, par ce qu'ils comprennent réellement des attentes, par l'inversion des valeurs qui se jouent à ce moment-là, où en fait on privilégie déjà d'abord les ambitions personnelles, on pense d'abord à soi. Donc c'est déjà une logique capitaliste individualiste, faut se placer, faut réseauter, faut être malin, il faut faire les bons choix, y compris avec les personnes, y compris dans les relations humaines. Et c'est là d'ailleurs où les premières relations utilitaires vont apparaître, où on comprend qu'en fait on peut se servir de l'autre comme d'un objet, comme d'un réceptacle, et au lieu de construire, on détruit. Je dirais même à défaut de construire, parce qu'on n'arrive pas à se construire, on détruit. Et moi, ma première relation que je qualifierais de toxique, amicale, j'avais 12 ans. Donc c'est le début de l'adolescence. Et il y a toute cette logique-là, mais moi le problème c'est qu'en fait j'ai continué à croire aux bons sentiments. J'ai continué à croire aux fictions, j'ai continué à croire aux belles histoires où en fait on privilégie l'émotion et les sentiments, y compris dans ma vie d'adulte, comme si j'avais pas compris le message, comme si j'avais pas compris l'implicite. Donc c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que c'est autistique ou pas? En fait j'ai pris au pied de la lettre et j'ai pas su comprendre le message caché. Et c'est un peu aussi comme si j'avais prolongé l'enfance. L'enfance que je n'avais pas vraiment eue parce que j'étais assez seule, assez triste durant mon enfance. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans, donc l'enfance c'était fini pour moi. Enfin, le mythe du prince charmant c'était fini en même temps que le Père Noël. Ça n'a jamais existé, enfin voilà. Et donc je me souviens de moments où j'étais très anxieuse, vraiment de moments où j'étais très triste, au même titre qu'actuellement. En fait, cette anxiété, elle m'a jamais quittée. Toute ma vie, j'ai cette anxiété, il y a cette lourdeur parfois, où je sens que je suis oppressée, voilà, c'est bizarre, depuis que je suis petite. Mais en fait, quand j'étais enfant, j'avais du mal à vraiment avoir la maîtrise des choses, à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Alors qu'à l'adolescence, bah, c'est comme si je vivais une enfance un peu à retardement, où en fait j'ai vécu là pour le coup cette insouciance. Alors cette insouciance aussi parce qu'il y a eu des mécanismes de déni et d'amnésie où je me souvenais plus de moments douloureux de mon enfance. Et donc là, j'ai vraiment vécu comme dans un roman. Et pourtant, ma vie était très plate à ce moment-là. Hein, mais j'étais beaucoup dans mon imaginaire. Je me faisais beaucoup de films. Mais ça me rendait tellement heureuse. Et donc, c'était comme une enfance améliorée parce qu'en fait, j'avais davantage aussi la maîtrise des choses, justement, la maîtrise, la conscience des choses, de mes émotions. Et donc, je savourais vraiment. Et j'étais complètement dans l'idéalisation. Je vivais l'idéalisation, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. En tout cas, j'avais l'impression, j'avais l'illusion que ce que je vivais était idéal, que chaque moment était vraiment un moment parfait, suspendu, d'une extrême beauté. Même quand je prenais le bus, c'était incroyable. Vraiment, tout était intense. Donc c'était ça mon adolescence. Il s'est pas passé grand-chose dans mon adolescence. J'ai aussi eu des relations très fortes à l'adolescence. Et donc ça m'a aussi beaucoup construite, ça m'a aussi beaucoup marquée. Mais bon, en même temps, j'ai pas su comprendre le message caché. J'ai pas su intégrer les codes et ce qu'on attendait réellement de moi. Et j'ai cru qu'en fait, on attendait juste de moi, voilà, de vivre dans ses émotions et dans ses sentiments. Et toute ma vie ensuite est ponctuée de malentendus où en fait j'ai voulu faire les choses pour être en lien tout le temps. Et non pas par calcul, par intérêt, même par un petit plan de carrière, voilà. C'est-à-dire que non, c'était juste être dans la beauté des choses. Et ça m'a coûté cher parfois. Parce qu'en fait, j'ai fait des études supérieures, mais j'ai pas fait des études supérieures pour... c'est pas par calcul que j'ai fait des études. J'ai fait des études parce que je voulais nourrir mon âme. Donc c'était encore une fois complètement idéalisé. Parce que je voulais rencontrer des gens comme moi. Parce que, voilà, toute ma vie, j'ai cherché à rencontrer des gens comme moi
qui serait dans cette recherche absolu, de sentiments et puis d'intensité, que tout moment serait un moment intense, et puis aussi de réflexion, vraiment de partage, de réflexion sur le monde, sur la société, et en même temps de moments humains profondément sincères, profondément authentiques. Et c'est vrai que bon bah j'ai été souvent déçue après, puisque jusqu'au lycée je suis complètement dans mon monde, mais ensuite après le lycée je me casse un peu les dents, parce que voilà, je me heurte à des gens qui sont beaucoup plus quelque part matures, hein, mais j'étais pas du tout mature, et qui ont déjà beaucoup plus conscience de la réalité, alors que moi je planais vraiment, je planais complètement. Mais en même temps j'ai quand même fait un master, et puis hop, après je suis partie bosser. Donc c'est un peu paradoxal chez moi, j'avais quand même le principe de réalité, mais je ne voulais pas perdre la substance, c'est-à-dire pourquoi on est là en fait. Pourquoi on est là? Est-ce que c'est juste par intérêt personnel? Parce que si c'est ça, c'est un peu plat, c'est un peu triste, je sais pas. Voilà, c'est quoi le but d'une vie? Pourquoi est-ce qu'on vit? Est-ce qu'on vit pour avoir le pouvoir? Est-ce qu'on vit pour avoir plus d'argent? C'est ça qui va nous rendre heureux? Ou est-ce que c'est pas juste... Enfin moi, ce qui me rendait heureux, c'était de partager. Et j'ai toujours été très frustrée, parce qu'en fait ce besoin que j'avais tout le temps de partager, d'être en lien, d'être dans une relation profonde, en fait les gens n'étaient pas capables de me donner cette intensité-là que je recherchais. Et puis souvent c'était plat en fait, c'était pas aussi intense que je l'imaginais. Même mes premières histoires d'amour, c'est quand même catastrophique par rapport à ce que je lis dans les romans et ce que j'imagine de l'amour. Je me dis mais c'est ça l'amour, mais c'est nul, mais c'est vraiment plat, mais il y a rien, il se passe rien. Que parfois mes histoires d'amitié étaient beaucoup plus passionnelles que mes histoires d'amour, avec beaucoup plus de rebondissements, etc. Ce qui n'était pas forcément très sain. Mais voilà, donc en fait la réalité me déçoit. Et en même temps, je n'ai jamais mon besoin de connexion avec mes semblables n'est jamais satisfait. Il y a toujours une part de mystère, il y a toujours une part de frustration, et dans mes valeurs justement, dans cette gentillesse que j'ai et que j'essaie d'incarner, il y a toujours quelque chose qui est... j'arrive pas en fait à... Je comprends pas vraiment en fait les mauvaises intentions. J'arrive pas à comprendre... Voilà, donc ça m'échappe, et donc je me prends vraiment des grosses... comment dire, des gifles, parce que j'arrive pas du tout à anticiper, parce que pour moi c'est impensable en fait. Ouais, mais vraiment c'est impensable. Et je dis pas, j'ai plein de défauts, je suis imparfaite, mais je ne sais pas, j'ai pas ce côté, calcul. J'arrive pas à calculer à l'avance, voilà. Et je veux juste, en fait, je m'intéresse aux autres, en fait, voilà, fondamentalement. Et ça fait pas de moi quelqu'un non plus de dépendant, c'est pas ça. C'est juste que je crois que le plus important, c'est de se sentir, voilà, connecté. Et j'aimerais bien que l'année 2025, ce soit l'année où on se sent en lien, on se sent connecté, et de plein de petites choses, de petits détails, où on parle, des petites conversations parfois anodines, mais qui font du bien, qui fait qu'on garde ce lien-là, parce que j'ai l'impression que ce lien, il est en train de mourir, et ça me fait vraiment peur. Quand je vois tous les gens sur leur téléphone, je me dis, ouh là là, quand il y a un feu rouge, hop, on prend son téléphone, on n'est même plus capable de patienter 2 minutes. Là, ça fait un peu la petite mamie qui râle, mais je me dis, mais où est-ce qu'on va? On est tous vraiment ratatinés sur soi-même, ça va pas du tout. Voilà. Et donc j'ai cru quand j'étais plus jeune que le but ultime c'était ça, c'était de nourrir ces grands sentiments et de devenir une bonne personne. Et j'ai toujours cru que les adultes, ils avaient atteint un petit peu le level supérieur à nous, et qu'ils avaient cette sagesse supplémentaire sur nous et sur les plus jeunes, parce que eux ils avaient fait plus de chemin forcément. Et j'ai compris bien plus tard que tout était en fait tout était inversé, et que en réalité les personnes les plus sages au monde, pour moi c'est les enfants, voire les bébés. Vraiment, voilà, pas du tout gage de sagesse d'avoir plus de vie sur Terre, d'années de vie sur Terre. Et qu'en fait j'idéalisais beaucoup les adultes quand j'étais enfant et surtout adolescente. J'avais vraiment besoin des adultes. J'avais besoin d'avoir des parents d'ailleurs, que je n'ai pas eu, mais bon. Et en fait j'ai passé toute ma vingtaine à être très très déçue et très très en colère contre les adultes. J'étais aussi adulte, mais contre mes pères plus âgés. Je pense que j'attendais trop d'eux, mais ceux qui sont en fait passés par les mêmes étapes que moi, et qui au lieu d'être dans la transmission et dans le partage d'expérience, mais cherchaient juste à me mettre des bâtons dans les roues, faisaient des petites histoires pour pas grand chose, n'arrêtaient pas de se plaindre, étaient jaloux de ce que, je sais pas, je représentais, ou ce qu'ils projetaient sur moi.
mais qui n'étaient pas, qui n'étaient pas forcément la réalité, y compris dans ma propre famille. Donc ça a été vraiment très très difficile, très très douloureux pour moi. Et là c'est bon, j'ai mis 15 ans à m'en remettre, mais c'est bon. Maintenant j'accepte. J'accepte tous les êtres humains, et maintenant je sais aussi faire la part des choses, et je sais mettre de la nuance, et je sais qu'il y a aussi des gens adorables, et je garde le positif. Et quand il y a des personnes voilà, qui sont dans cette logique-là, bah voilà, c'est pas grave, je passe. Mais c'est vrai que ça me donnait une impression sordide comme ça de dégénérescence de valeur, d'âme en fait, et de la nature humaine en elle-même, puisque ce que j'ai expérimenté, c'était assez contre nature. Voilà, donc je sais pas si c'est le fait d'être autiste qui m'a fait échapper à ce schéma-là, parce que je pense qu'il y a aussi des autistes qui sont dans cette logique-là, hein, qui ont aussi intériorisé cette logique individualiste, où on va un peu utiliser les autres et tout, parce qu'ils sont dans l'imitation, et qu'ils intègrent ces codes-là. Mais voilà, moi je me suis toujours sentie pas mal décalée du fait de ma... En fait, je sais pas si c'est de la générosité, parce que j'ose pas dire, affirmer que je suis généreuse, que ça fait un peu prétentieux, mais en fait, moi j'ai tellement envie de donner, j'ai tellement envie de donner. Mais le problème, c'est que je sais pas à qui donner, parce que les gens n'en valent pas la peine. Donc en même temps, j'essaie de me respecter et de me dire, je vais pas non plus donner à n'importe qui. Et j'ai une amie comme ça qui est incroyable, qui donne tout, et qui m'a montré même des niveaux de générosité que je ne soupçonnais pas. Et ça lui fait plaisir de donner. Voilà, c'est un plaisir. Et je me suis dit, mais cette fille, elle a tout compris. Parce qu'elle est tellement heureuse, elle a l'air tellement épanouie, elle a l'air tellement vivante. Et en fait, elle donne tout simplement. Et elle est pas dans ce truc de ce qui est à moi est à moi, et puis de garder, de ne pas partager, d'être, vous voyez, non, elle est pas comme ça, et c'est dingue. Et d'ailleurs, elle m'a donné tellement récemment que ça m'a bouleversée, ça m'a même un petit peu déprimée, parce que je me suis dit, mais pourquoi les gens sont pas tous comme elle? C'est pas possible. Enfin voilà, et donc il existe des gens comme ça qui vous donnent, et moi on m'a beaucoup donné aussi quand j'ai voyagé par exemple. Je veux pas non plus dire qu'en France on donne moins, c'est pas ça, mais voilà, c'est une logique que nous n'avons plus. Mais quand on rencontre des gens comme ça qui nous reconnectent à ces bons sentiments, et bah oui, ça fait du bien de donner, ça fait du bien d'être généreux, ça fait du bien d'être bienveillant, d'être dans un don de soi. Voilà, c'est pas caricatural, c'est pas naïf. Et d'ailleurs, cette naïveté que j'ai, c'est une naïveté, comme je l'ai dit au début de la vidéo, qui est lucide. Alors que je fais le choix de la naïveté, de la confiance et de la gentillesse. Et bien sûr, je vais me faire avoir plein de fois, mais ça sera rien en comparaison du bénéfice que j'aurai à être naïve, et puis à cultiver ces valeurs-là envers les gens qui le méritent, et puis que je vais trouver sur mon chemin et qui vont adhérer à ça. Et bien sûr, il y a des gens qui m'ont utilisé. Moi, toute ma vie, on m'a utilisé, on m'a volé des idées. Là, cette chaîne YouTube, ça m'est arrivé qu'on me vole des concepts. Mais au final, c'est pas grave, je suis moi. Et en fait, c'est inépuisable. Donc en fait, je continue à donner ce que je peux donner. Et puis, bah ouais, et puis vous volez ce que vous pouvez, mais vous ne volerez pas mon être, en fait. Parce que j'aurais resté comme ça. Et puis voilà, vous pouvez pas coller à... Vous pouvez pas coller à ma personne, quoi. Vous pouvez pas me voler mon âme. Donc en fait, moi, je vais continuer. Et puis c'est pas grave, puis je trouverai d'autres idées, hein, parce que l'être humain, il est plein de ressources. Et voilà, et donc moi je sais pas, j'ai besoin d'être en lien tout le temps avec les autres. C'est un peu une addiction. C'est pas de la dépendance, hein, c'est vraiment juste un sentiment d'urgence de se reconnecter aux humains qui nous entourent, parce que on est en train de perdre quelque chose. On est complètement en train je sais pas, de s'atomiser, de se disperser, de se ratatiner sur soi-même. Et moi j'ai envie au contraire de fédérer, de retrouver un corps, et voilà, et donc je ne sais pas si nous allons y arriver. Déjà, tous ensemble en tant qu'autistes, on peut y arriver. On peut mettre en place des petites choses. Et alors, je ne sais pas si vous reconnaîtrez dans ma philosophie, mon propos, est-ce que c'est autistique ou pas. Je dirais pas que la gentillesse est exclusivement autistique, loin de là. C'est vrai que comme nous, on comprend pas toujours les codes et on comprend pas toujours l'intention. C'est vrai que se poser la question de l'intention, c'est quelque chose que je me force à faire parfois, pour un petit peu structurer mes échanges. Parce que parfois je me rends compte je parle, mais en fait, comme je m'intéresse toujours aux gens, à un moment donné, il faut un petit peu que
que je me structure et que je me dise c'est quoi l'objet là de cette conversation, voilà, un petit peu que je me force à avoir une vision plus utilitaire, mais pas de façon négative, plus de façon un peu pour clarifier l'objectif de mes échanges. Voilà cette première vidéo de l'année, c'est tout ce que je voulais dire. Et je vous retrouve très bientôt quand j'aurai le temps, que mon bébé sera à nouveau à la sieste. Et là, il vient de se réveiller, donc je vais y aller. Mais je vous souhaite à nouveau une belle année. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Ciao, bye bye.